Est-ce que Xiaomi est en train de devenir la plus grande menace que l'industrie automobile européenne n'ait jamais vu venir? La marque chinoise vient de présenter une technologie qui pourrait lui ouvrir les portes du marché européen d'une façon que personne n'avait anticipée. Et on va aussi parler de chercheurs américains qui viennent de découvrir comment transformer des bouteilles en plastique usagées en matériaux pour les batteries électriques, de Citroën dont les commandes de voitures électriques ont presque doublé en un an, de Fiat qui dévoile deux nouveaux modèles surprises pour ses 127 ans et d'Alpine qui affirme que sa future A110 électrique sera meilleure que la version thermique dans tous les domaines. Mais alors, avec cette nouvelle technologie, Xiaomi pourrait-il s'imposer et réussir en Europe, là où tous les autres constructeurs chinois ont échoué? Salut, c'est Radar Auto et ce sont les sujets à la une de l'actualité automobile du jour. On commence directement avec Xiaomi, et ce que cette marque vient de faire mérite vraiment qu'on s'y arrête. La firme chinoise, connue jusqu'ici pour ses smartphones et ses produits électroniques, vient de présenter le Titan Alloy 2.0, un alliage d'aluminium 100% recyclé destiné à la fabrication de châssis automobiles. Et ce qui est frappant ici, c'est que Xiaomi ne fait pas juste une annonce marketing, elle présente une technologie prête pour la production en série, ce qui change tout. Concrètement, de quoi s'agit-il? Le Titan Alloy 2.0 est utilisé pour fabriquer les planchers arrière des véhicules, une pièce structurelle importante qui demande une résistance mécanique très élevée. Jusqu'ici, intégrer de l'aluminium entièrement recyclé dans ce type de composant était considéré comme trop complexe à cause de ses exigences de résistance. Xiaomi affirme avoir trouvé le procédé pour y parvenir avec une matière première pré-traitée, fondue et ajustée avant d'être intégrée aux lignes de moulage de grande taille. Et grâce au gigacasting, cette approche permet aussi de réduire le nombre de pièces assemblées, les soudures et plusieurs étapes de production, ce qui simplifie la fabrication et améliore les cadences industrielles. Les chiffres environnementaux annoncés sont remarquables. Xiaomi revendique une empreinte carbone de 1,1 kg de CO2 par kilogramme de matériaux, soit une réduction de 93% par rapport à l'aluminium traditionnel. À l'échelle d'un véhicule complet, la réduction serait d'environ 800 kg de CO2. C'est un niveau que les constructeurs historiques, européens comme japonais, n'ont pas encore atteint sur ce type de composants structurels. Et c'est là que les choses deviennent vraiment intéressantes et un peu inquiétante pour l'Europe, parce que Xiaomi ne fait pas ça uniquement pour des raisons environnementales. La marque anticipe une évolution réglementaire majeure qui se prépare en Europe. Le continent est en train de mettre en place des mécanismes pour mieux prendre en compte l'empreinte carbone des produits importés, y compris les voitures. L'idée de départ, c'était de protéger les constructeurs européens en pénalisant les voitures chinoises produites avec une énergie plus carbonée. Mais voilà le paradoxe. Si Xiaomi réduit l'empreinte carbone de fabrication de ses véhicules à un niveau inférieur à celui des constructeurs européens, ces mêmes réglementations pourraient finir par avantager Xiaomi plutôt que de le pénaliser. Pire, les voitures Xiaomi pourraient même devenir éligibles aux aides à l'achat européennes. L'Europe est potentiellement en train de construire des règles qui vont se retourner contre elle et Xiaomi l'a compris avant tout le monde. Ce qui est stratégiquement redoutable chez Xiaomi, c'est la vitesse d'exécution. La marque n'existe dans l'automobile que depuis 2024 et elle est déjà en train de devancer des constructeurs qui ont des décennies d'expérience sur des sujets aussi techniques que la métallurgie des châssis. Cette technologie sera déployée sur les futurs Xiaomi SU7 et U7. Et si elle tient ses promesses en conditions réelles, elle pourrait donner à Xiaomi un avantage concurrentiel que personne n'avait vu venir. Des chercheurs de l'université Penn State aux États-Unis viennent de publier des travaux sur une idée qui peut paraître farfelue au premier abord, mais qui mérite qu'on la prenne au sérieux. Leur question de départ est simple. Est-ce qu'on pourrait transformer des bouteilles en plastique usagé en matériaux utilisables pour les batteries de voitures électriques? Pour comprendre l'enjeu, il faut savoir que les batteries lithium-ion contiennent du graphite, un matériau qui joue un rôle fondamental. Le graphite sert d'anode, c'est-à-dire qu'il stocke les ions lithium pendant la recharge et les libère quand la batterie alimente le moteur. C'est une ressource devenue stratégique avec l'explosion de la demande en batterie et sa production traditionnelle est énergivore et dépendante de chaînes d'approvisionnement concentrées en Chine. La méthode des chercheurs est la suivante. Ils broient des bouteilles en plastique PET, le plastique transparent qu'on utilise pour l'eau minérale et les sodas, puis ils les associent à une très faible quantité d'oxyde de graphène, seulement 2,5% avant un traitement thermique. Ce processus réorganise le carbone contenu dans le plastique en cristaux de graphite. Le résultat, selon les chercheurs, est un graphite synthétique dont la structure est même plus ordonnée que certains graphites naturels disponibles dans le commerce. Et contrairement aux méthodes traditionnelles, ce procédé ne nécessite pas de catalyseur métallique comme le fer, le nickel ou le cobalt, ce qui évite des étapes de purification supplémentaires et donc des coûts additionnels. Il faut être honnête sur où en est cette recherche. Ce n'est pas encore une solution prête pour les gigafactories. Les prochaines étapes consisteront à tester les performances réelles de ce graphite dans des cellules
lithium-ion complète. Mais si les résultats se confirment, l'impact pourrait être double. Recycler des déchets plastiques qui mettent entre 100 et 1000 ans à se dégrader, tout en réduisant la dépendance de l'industrie des batteries à des matières premières critiques. C'est le genre de recherche discrète qui peut transformer une industrie entière si elle passe l'étape industrielle. Citroën vient de publier ses résultats du premier semestre 2026 et les chiffres sont parlants. La marque au chevron a vendu 373 700 véhicules dans le monde entre janvier et juin, en progression sur l'ensemble de ses marchés. Mais le chiffre qui retient vraiment l'attention, c'est que les commandes de voitures électriques ont bondi de 98% sur un an et représentent désormais un tiers des commandes totales de la marque. Presque un doublement en 12 mois. Ce n'est plus une tendance. C'est une confirmation que les Français ont décidé de basculer vers l'électrique accessible et Citroën est en train de capter ce mouvement mieux que quiconque sur ce segment. En Europe, la EC3 continue de porter l'offensive en se classant première de son segment en Italie et au Portugal et deuxième des citadines électriques en France et en Espagne. Pour une voiture qui n'existe que depuis peu, c'est une performance qui dit beaucoup sur la justesse du positionnement prix de la marque. Et Citroën ne mise pas uniquement sur le prix pour convaincre. La marque a mis en place un programme de garantie baptisé WeCare qui étend la couverture jusqu'à 8 ans. Dans un marché où la méfiance envers la fiabilité des voitures électriques reste encore présente chez beaucoup d'acheteurs, c'est un argument de réassurance qui peut vraiment faire la différence au moment de signer. Ce qui est peut-être encore plus révélateur, c'est la percée méditerranéenne. La Tunisie, le Maroc, la Turquie, l'Inde progressent tous de façon spectaculaire. Et ce n'est pas un hasard. Ces marchés sont précisément là où le rapport prix-prestation prime sur tout le reste, là où la guerre des prix avec les constructeurs chinois se joue sans filet. Le fait que Citroën y progresse aussi vite montre que son positionnement d'accessibilité est en train de devenir une vraie arme concurrentielle à l'échelle mondiale. Citroën a également annoncé qu'un nouveau chapitre s'ouvre pour la marque, avec le Mondial de l'Auto de Paris en octobre comme première étape majeure. Aucun détail n'a filtré, mais le calendrier est éloquent puisque le même salon accueillera la première publique des Fiat Grizzly. Stellantis prépare visiblement une rentrée parisienne très chargée. Fiat vient de fêter ses 127 ans d'une façon assez remarquable. Le 11 juillet, la marque italienne a dévoilé deux nouveaux modèles en même temps, le Grizzly et le Grizzly Fastback. Deux SUV familiaux qui viennent compléter une gamme en pleine reconstruction depuis le succès de la Grande Panda. La stratégie est claire et assumée. Deux carrosseries, même fondamentaux. Le Grizzly est le SUV compact du duo avec 4,40 mètres de long, conçu pour les familles avec un focus sur l'espace et la polyvalence au quotidien. Le Grizzly Fastback allonge la silhouette à 4,50 mètres avec un style plus élancé et expressif, tout en conservant un coffre de 600 litres, ce qui est une valeur remarquable pour le segment. Sur les motorisations, Fiat joue la carte de la liberté de choix totale. Essence, hybride légère et 100% électrique seront tous proposés, avec une puissance maximale de 145 chevaux et le choix entre boîte manuelle et automatique selon les régions. C'est une approche volontairement pragmatique qui contraste avec certains constructeurs qui imposent une électrification uniforme à leur clientèle. Ces deux modèles seront présentés au public pour la première fois au Mondial de Paris en octobre, avec une commercialisation attendue dès le dernier trimestre 2026. Le déploiement ciblera prioritairement l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique et l'Amérique du Sud, trois régions où Fiat a un ancrage historique fort. La vraie question qui reste en suspens, c'est le prix. C'est lui qui déterminera si Fiat réussit à reproduire sur le segment C le rapport qualité-prix qui a fait le succès de la Grande Panda. On termine avec une déclaration qui va faire débat. Philippe Krief, le directeur général d'Alpine, vient d'affirmer publiquement que la future A110 électrique attendue en 2027 sera meilleure que la version thermique dans tous les domaines qui ont fait sa réputation. Sensation de conduite, impression de légèreté, comportement sur circuit. Meilleure dans tous les domaines. C'est une affirmation forte et Alpine va devoir la tenir. Pour comprendre pourquoi cette déclaration est crédible techniquement, il faut regarder ce que la marque de Dieppe a réellement conçu. La 110 électrique ne reposera pas sur une plateforme commune au groupe Renault. Alpine a développé sa propre architecture baptisée Alpine Performance Platform avec 95% des éléments spécifiques au modèle. Et contrairement à la quasi-totalité des voitures électriques qui logent leur batterie sous le plancher, l'APP répartit deux packs de batterie à l'avant et à l'arrière du véhicule. L'objectif est de préserver un centre de gravité très bas et une répartition des masses optimale. Deux éléments fondamentaux pour les sensations de conduite d'une sportive. Alpine a également fixé un cahier des charges exigeant sur la gestion thermique, un point souvent critiqué sur les sportives électriques. La voiture devra être capable d'enchaîner au moins 20 minutes de roulage sur circuit à pleine charge, sans perte de performance. C'est une promesse directe aux sceptiques qui reprochent aux électriques de s'essouffler après quelques tours de piste. L'habitacle sera lui aussi entièrement repensé avec un cockpit centré sur le conducteur, plus en adéquation avec le positionnement premium de la marque. Sur les volumes, Philippe Krief situe Alpine davantage du côté de Ferrari que de Porsche, avec un objectif d'environ 15 000 unités par an, tout modèle confondu. La plateforme APP est conçue pour évoluer, avec déjà des déclinaisons 2+2 et cabriolet envisagées pour la suite. Rendez-vous en 2027 pour savoir si Alpine a tenu sa promesse.